On connaît tous, je crois, l'étincelle des débuts, hein, ce moment où tout semble parfait, presque magique. Ah oui, complètement. Mais la question qui vient juste après, c'est qu'est-ce qui fait qu'une relation tient vraiment la route? Exactement, des années plus tard, quand la passion des premiers jours a laissé place à autre chose. Et c'est justement la question au cœur des documents qu'on explore aujourd'hui. On a une analyse qui tente d'identifier les qualités masculines qui seraient les fondations d'une relation solide. Donc notre objectif, c'est vraiment de dépasser le charme, la séduction, pour aller voir ce qui, au fond, permet de construire quelque chose de durable. C'est ça. Et l'idée la plus intéressante, je trouve, c'est que nos attentes évoluent radicalement avec le temps. Ah oui, ce qui nous séduisait à 25 ans n'est souvent plus du tout suffisant pour garantir une relation sereine plus tard. C'est ce décalage qu'on va creuser. Tout à fait. Alors, la plupart des histoires, ça commence souvent par la même chose, l'attirance physique. Le fameux coup de cœur. Voilà, un sourire, une allure, c'est le point de départ, l'étincelle qui donne envie d'aller plus loin. C'est nécessaire, bien sûr. Mais ce que notre analyse met en lumière, c'est que si c'est la porte d'entrée, ça ne dit absolument rien sur la maison qu'on va trouver derrière. C'est une excellente image. On peut être séduit par une façade magnifique et découvrir que les fondations sont inexistantes. C'est exactement ça. Et c'est là que le texte nous propose de changer complètement de regard. Il suggère que le véritable test, en fait, il n'est pas dans les dîners aux chandelles des débuts. Ah non, Il est plutôt dans la manière de gérer un mardi soir pluvieux banal. La différence, elle se fait au quotidien. dans les détails donc. Oui, dans des choses très concrètes. La communication quand on est fatigué, la gestion d'un petit désaccord, la capacité à vraiment écouter quand l'autre est contrarié. C'est l'accumulation de ces moments qui crée ce que l'analyse appelle la sécurité affective. Et cette sécurité affective, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est se sentir en confiance? C'est le sentiment de pouvoir être soi-même, de pouvoir aborder un sujet qui fâche sans avoir peur que tout explose. C'est ça, le passage d'une simple rencontre à une véritable construction. Alors allons-y, plongeons dans ces fameuses qualités. Le texte en dégage plusieurs qui sont souvent moins spectaculaires que le charisme, mais bien plus décisives. La première, c'est la maturité émotionnelle. Oui, Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Parce que c'est une expression qu'on entend un peu partout. c'est vrai. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la définition va à l'encontre de pas mal de clichés. La maturité émotionnelle, ce n'est pas être un roc impassible. Qui ne montre jamais rien. Exactement. C'est presque le contraire. C'est la capacité à identifier ce qu'on ressent, de la colère, de la frustration, à le comprendre et ensuite à l'exprimer de manière constructive. Donc il y a une double compétence. C'est ça. Ne pas refouler, mais ne pas non plus déverser ses émotions de manière brute sur son partenaire. C'est intéressant parce que ça bouscule l'image de l'homme fort qui se plaint jamais. La vraie force, ce serait donc de savoir dire « là, je suis contrarié pour telle raison », sans que ça devienne un drame. Complètement. C'est un changement de paradigme. Imagine un scénario tout simple. Un couple annule ses plans pour le week-end. D'accord. La réaction immature, ce serait le silence, boudeur. Ou des reproches, ce qui oblige l'autre à deviner ce qui ne va pas. C'est épuisant ça. Voilà. Alors que la réaction mature, décrite dans nos sources, ce serait de dire « je suis vraiment déçu, je me réjouissais de ce week-end, on essaie de trouver une autre date ». C'est simple, c'est direct. Ça exprime l'émotion sans en faire porter le poids à l'autre. Et l'impact est énorme. Ça crée un climat de confiance. On sait qu'on peut parler sans déclencher une crise. Cette base de confiance, on dirait que c'est le fil rouge. Ce qui nous amène à une deuxième qualité qui est l'honnêteté, mais surtout la cohérence. Oui, la nuance est importante. Là encore, c'est plus subtil qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas juste de pas mentir. Non, c'est beaucoup plus profond. L'analyse parle d'alignement entre les paroles et les actes. C'est l'idée qu'un homme fiable est celui qui fait ce qu'il dit. Et qui dit ce qu'il fait? C'est ça. S'il dit qu'il va appeler, il appelle. S'il s'engage, il s'y tient. Ça peut paraître basique, mais c'est le fondement même de la prévisibilité dans le bon sens du terme. Ça évite l'anxiété, en fait. Exactement. Ça élimine l'incertitude. On n'est pas en train de se demander si les promesses seront tenues. Cette cohérence, c'est l'antidote au sentiment de marcher sur des œufs. Et cette fiabilité au quotidien, c'est une grande preuve de respect, non? C'est une façon de dire à l'autre, ta tranquillité d'esprit, elle compte pour moi. Absolument. Les deux sont liés. La cohérence est une forme de respect en action. Et ça nous amène directement à la troisième qualité, le respect. Oui, mais le respect tel qu'il est décrit ici, ça va plus loin que les grandes déclarations. Ce sont des petites attentions de tous les jours. Comme quoi, par exemple?
Les exemples sont très concrets. Une écoute active, c'est-à-dire ne pas regarder son téléphone quand l'autre parle, poser des questions, s'intéresser. Et ne pas juste attendre son tour pour parler de soi. Voilà. C'est aussi la prise en compte des limites de l'autre. Et un point crucial qui est souligné, l'absence de jeu de pouvoir ou de dévalorisation, même sur le ton de l'humour. Le but, c'est de créer une relation d'égal à égal, un partenariat. Tout à fait. Ça nous éloigne de l'amour passionnel, un peu romanesque, pour quelque chose de plus collaboratif. Et ça m'amène à la dernière qualité, la capacité d'engagement. Là encore, on pense tout de suite mariage, maison. Oui, mais l'analyse nous invite à dézoomer. L'engagement ici, c'est pas d'abord un contrat. C'est ce qu'on appelle la disponibilité affective. C'est-à-dire, C'est la volonté et la capacité à s'investir maintenant, pas dans 5 ans. Être présent, mentalement, émotionnellement. se montrer curieux de l'univers de l'autre. Oui, intégrer l'autre dans ses décisions, avoir une vision où le « nous » prend de la place à côté du « je », c'est la différence entre quelqu'un qui te fait une place dans sa vie bien remplie et quelqu'un qui est prêt à construire une nouvelle vie avec toi. Ça offre un cadre rassurant, j'imagine. Incroyablement rassurant. Ça montre que les deux rament dans la même direction. D'accord. On a donc cette grille de lecture, maturité émotionnelle, cohérence, respect et engagement affectif. En théorie, c'est très clair. Mhm. Mais là où ça se corse, et c'est un point central de l'analyse, c'est que les premiers rendez-vous, c'est souvent un royaume des belles paroles. C'est le moins qu'on puisse dire. Tout le monde se présente sous son meilleur jour, alors la question c'est comment on fait la différence entre un effort de séduction et un vrai trait de caractère. C'est le point de bascule. Et la réponse de l'analyse est simple. Il faut arrêter d'écouter les mots et commencer à observer les actes. Surtout les actes du quotidien. Exactement. Se poser dans des situations banales, sans enjeu. Le texte donne même une sorte de guide d'observation avec des indices. Ah oui. Par exemple, l'attitude face à un imprévu. La réservation au resto a été perdue. Est-ce que ça tourne au drame ou est-ce que la personne gère avec calme? C'est un micro-test de maturité émotionnelle. Attends, ça c'est un point crucial. Parce qu'on cherche tous des points communs. Les mêmes goûts musicaux, les mêmes films. L'analyse nous dit que tout ça c'est secondaire. C'est exactement ça. Que la façon dont il réagit à un pneu crevé est plus importante que son amour pour le cinéma d'auteur. C'est assez radical, hein? C'est radical, mais c'est logique. Les centres d'intérêt communs, c'est le vernis, c'est agréable. Mais ça ne garantit rien sur la capacité à traverser une crise ensemble. Quels sont les autres indices alors? La manière d'écouter, on en a parlé, mais aussi la capacité à respecter un rythme qui n'est pas le sien. Si l'un veut aller vite et l'autre a besoin de temps, est-ce qu'il y a une pression ou une patience? Et même des détails aussi triviaux que la ponctualité. Arriver systématiquement en retard, selon cette analyse, c'est pas anodin, c'est une forme de manque de considération. C'est vrai. Chacun de ces détails est une pièce d'un puzzle qui révèle le caractère bien plus sûrement qu'un grand discours. Ce qui est frappant, c'est que ça déplace complètement le curseur. On passe d'une évaluation basée sur la séduction à une observation quasi anthropologique du comportement. C'est une excellente façon de le résumer. On nous dit d'observer le caractère sous une pression de basse intensité. Et tout ça mène à la description de ce que le texte appelle l'homme émotionnellement disponible. Un concept central, j'imagine. Oui, il est dépeint comme quelqu'un de présent, de curieux et capable de s'adapter. Il cherche pas à faire entrer sa partenaire dans un moule. Il est prêt à co-créer la relation. Et prendre le temps d'observer ça, c'est pas être méfiant. Non, c'est être lucide. C'est se donner les moyens de choisir un partenaire avec qui on a une chance d'être compatible sur ce qui compte vraiment. Alors, si on fait la synthèse de tout ça, au final, l'idée maîtresse, c'est pas de partir avec une checklist de l'homme parfait. Certainement pas. C'est plutôt de comprendre que la solidité d'une relation, elle se mesure pas à l'intensité des débuts, mais à la qualité de l'interaction au quotidien. C'est ça. C'est dans la gestion des petits riens, dans le respect mutuel et la volonté d'avancer ensemble que tout se joue. Et le duo gagnant, alors, selon cette analyse? C'est la combinaison de la compatibilité émotionnelle, donc la capacité à se comprendre, à se soutenir, et des valeurs communes profondes. Et ce duo serait plus important que tout le reste. Infiniment plus précieux et durable que le statut social, le physique ou les hobbies partagés, qui sont des critères de surface. C'est un message très pragmatique, finalement. Moins de contes de fées, plus de construction consciente. Tout à fait. D'ailleurs, la conclusion du texte résume magnifiquement cet état d'esprit. La voici. En amour, le vrai luxe, ce n'est pas la perfection. C'est une relation dans laquelle vous pouvez être vous-même, en toute confiance.
Je crois que tout est dit. Le but, c'est pas de trouver quelqu'un de parfait, mais de construire avec quelqu'un un espace sûr pour que deux personnes imparfaites puissent être authentiques, sans masque et sans peur. C'est une belle conclusion. Et pour laisser nos auditeurs avec une dernière piste de réflexion, tout ce qu'on vient de dire soulève une question assez subtile. Laquelle? Si, comme le suggère cette analyse, les vraies qualités se voient dans les actions du quotidien, comment on apprend à distinguer une véritable habitude de caractère d'un simple effort fait pour plaire au début d'une relation? Quand tout le monde est sur son 31, en quelque sorte. Exactement. C'est sans doute là que réside toute la complexité et l'importance cruciale de laisser du temps au temps.